we talking this, man? What are we talking? Practice? We're talking about practice, man. We're talking about practice. Cleveland, l'Ohio, et oui, au menu du débat de ce jour. Donc du coup, vous le savez depuis quelques semaines maintenant, et depuis que nous sommes sur Twitch, ça a été le cas chaque lundi. On pose nos valises dans une grande ville américaine, on fait le tour un petit peu des différentes franchises, on se demande un petit peu qui sont les meilleurs joueurs de chaque franchise, et puis on tranche et on élit le king de la grande ville en question. Dans quelques semaines, on se posera la question, même au niveau des États-Unis, savoir qui est le GOAT du sport aux États-Unis. Alors Cleveland, c'est pas la ville la plus sexy, l'Ohio non plus n'est pas l'État le plus sexy. Néanmoins, il y a quand même eu quelques beaux joueurs qui sont passés par Cleveland. Pour garder un petit peu de suspense, je te propose de démarrer avec peut-être le baseball et les Indians. Et l'air de rien, les Indians, ça reste quand même une franchise assez importante dans l'histoire de la ville. C'est une franchise qui a été fondée en 1900. Alors, elle s'est tout d'abord appelée les Lake Shore en 1900 à sa création. Donc, ce n'était pas les Indians. Ça s'est ensuite appelé les Blues en 1901. En 1902, c'est devenu les Broncos avec CH et pas juste CO comme l'équipe de foot américain. Entre 1903 et 1914, on s'est ensuite appelé les Naps. Donc, j'ai l'impression que les mecs... quand ils sont arrivés à Cleveland, ils ne savaient pas trop sur quoi partir comme nom, donc ils ont essayé plusieurs formules. Et puis ensuite, ils ont quand même tranché, peut-être en sortie d'apéro une fois. Ils se sont dit, bon allez, on est parti pour les Indians. Depuis 1915, du coup, donc les Cleveland s'appellent les Indians. Alors c'est une franchise qui va changer de nom l'année prochaine, car vous savez que le côté un petit peu indien, amérindien, etc., et plus trop à la mode et plus trop d'actu aux États-Unis. On a eu Washington qui a abandonné le nom Redskins et son logo pour devenir la Washington Football Team. Les Indians vont changer de nom. On ne sait pas encore comment ils vont s'appeler, quel logo ils auront, etc. Mais en tout cas, ils vont encore changer d'identité d'ici un an. Depuis 1900, l'équipe elle a quand même mis la main sur 2 trophées. Il y a eu 2 World Series qui ont été remportés. Alors, ça remonte quand même à un petit moment, puisque c'était en 1920 la première et en 1948 pour la seconde. Donc, la disette se fait longue. C'est une équipe qui avait qui avait rejoint plutôt de nouveau les World Series en 2016, mais qui avait malheureusement perdu face aux Cubs de Chicago. Depuis lors, il y a eu quand même quelques belles saisons encore, mais cette année, on a fait vraiment table rase sur cette équipe de 2016 et on est en gros rebuild. Néanmoins, donc, il y a quand même quelques joueurs importants qui sont passés par là. Quels sont ceux qui retiennent ton attention? Quelle est peut-être ta première mention, mon cher Basile? Ma première mention, ce serait Corey Kluber avec 8 saisons et 3 fois All-Star du côté des Indians. Ouais, Corey Kluber qui est arrivé du côté de New York, effectivement, c'est l'un des joueurs phares de cette équipe de 2016. C'est vrai qu'on pourrait quand même citer quelques autres de cette équipe, mais moi je vais quand même aller un petit peu dans le plus ancien, dans des mecs ici, c'est un Hall of Famer qui a quand même été 3 fois meilleur batteur et qui dans certains records est pas mal, c'est Nap Lajoie. Mais c'est un joueur qui jouait au début du siècle précédent, donc ça remonte à très longtemps. C'est ma première mention. Ensuite, moi j'avais noté aussi Albert Bell avec 7 saisons, 4 fois All-Star, 4 fois Silver Slugger. Il a été Hall of Famer, mais du côté des Indians, donc Hall of Famer pour la franchise. Il a été une fois Home Run Leader et 3 fois RBI Leader dans sa carrière du côté des Indians. Là, ici, on va quand même évoquer un joueur assez important, avec quand même un gros palmarès. C'est un mec qui a son maillot retiré, qui a été Hall of Famer, 8 fois All-Star. Il a d'ailleurs disputé l'entièreté de sa carrière à Cleveland et il en a quand même passé 18 saisons. C'est Bob Feller. Bob Feller qui a aussi été meilleur lanceur une année et qui a été champion en 1948, donc le mec était de l'épopée de Cleveland à ce moment-là. Donc Bob Feller figure parmi mes grosses mentions. Moi j'ai noté ensuite Jim Thome avec 12 saisons, une fois Silver Slugger, Hall of Famer et maillot également retiré. Ouais, dans les mentions intéressantes aussi, Tris Speaker,
Alors le mec a aussi quand même réussi de belles choses du côté de Boston, mais c'est quand même un Hall of Famer et un joueur qui était présent sur, si je ne dis pas de bêtises, le premier titre de l'histoire de la franchise en 1920. Il faisait partie de cette équipe. Donc pour le côté historique, bah voilà, c'était certainement le meilleur joueur de cette équipe championne en 1920. J'ai noté aussi Kenny Lofton avec 5 saisons, 2 fois All-Star, 2 fois Golden Glove et Hall of Famer, mais de la franchise. Ouais. Dans les mentions encore peut-être que je pourrais donner, attends, qu'est-ce que je vois ici? On a quelques Hall of Famer, on a quelques joueurs intéressants de All-Star. Moi, je t'avoue que j'ai déjà un petit peu fait le tour. En fait, il y a beaucoup de mentions honorables, mais des joueurs qui n'ont peut-être pas forcément le palmarès pouvant peut-être quand même prétendre à cette édition. Je ne sais pas si tu avais encore d'autres mentions avant de délire ton Il m'en Indian restait, All-Time. il m'en Ouais. restait un, c'était Larry Doby avec 9 saisons, Hall of Famer, maillot retiré, 7 fois All-Star. Il a gagné les World Series, 2 fois Home Run Leader et 1 fois RBI Leader. Alors, je ne sais pas si on est d'accord sur le Indian All-Time. Moi, je t'avoue que j'ai fortement hésité avec Bob Feller, mais je vais quand même plutôt pencher pour Lou Boudreau. Je ne sais pas si c'est celui que tu as sélectionné également. Moi, j'ai mis Bob Feller justement comme GOAT Ah, ok, d'accord. Bon, bah, moi, j'ai des Lou Boudreau. Indians. Je vais un petit peu évoquer plus sa carrière en détail. Alors, le seul petit bémol, c'est qu'il n'a pas passé l'entièreté de sa carrière à Cleveland. Il a disputé 13 saisons à Cleveland sur 15. Il a terminé à Boston. Mais ce qui me fait plus pencher pour lui que pour Feller, c'est qu'il a été MVP de saison régulière. Donc il a quand même coché une case que très peu de joueurs ont coché avec le maillot des Indians. Il était du titre de 48 également. Il a été meilleur batteur une année aussi. 8 fois All-Star et Hall of Famer, maillot retiré bien sûr. Donc voilà, je me dis que ça, en fait, c'est le MVP qui m'a fait plus pencher pour lui que pour Feller, qui a parti toute sa carrière là-bas, mais il a manqué ce titre de MVP. Ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas noté, je t'avoue, parce que je crois qu'il est passé un petit peu à la trappe dans ma sélection. Mais moi, je reste sur Bob Feller et sur le fait qu'il a été fidèle pendant ces saisons quand même à sa franchise et maillot retiré, Hall of Famer, enfin, quand même un beau palmarès aussi. Alors j'en profite pour saluer TPH, enfin, TPHFR. Bonsoir à toi, abonne-toi si ce n'est déjà fait. Où on est d'accord par contre du côté de Cleveland, c'est que on a soit des joueurs vraiment, pour la plupart, des années 20 ou des années 40, Ouais. mais limite depuis les années 50 jusqu'à maintenant, c'est quasiment la traversée du désert. Au final, c'est une chose qui me marquait, c'est que cette équipe de Cleveland, elle a assez peu de participation en playoff, puisque c'est une équipe qui a plus de 100 ans d'existence dans la ligue, même 120 ans, puisque c'était quand même en 1900. Ils ont été en playoff seulement à 15 reprises. Donc même s'ils ont gagné 2 titres, au final, ils sont quand même assez peu de présents en playoff. C'est une saison sur 10, donc c'est pas la franchise la plus victorieuse de l'histoire. Je te propose d'enchaîner avec une équipe qui t'est assez chère en ce moment, avec notamment Odell Beckham Jr. Ce sont les Browns de Cleveland, une équipe qui a retrouvé les playoffs la saison dernière. Alors, c'est paradoxal avec cette franchise, puisque c'est quand même une franchise qui a été créée en 1946, donc il y a quand même un bon petit bout d'histoire derrière elle. C'est une franchise qui, entre 50 et 64, donc en 14 ans seulement, a remporté 4 titres. Et à l'époque, c'était les championnats NFL. Et puis qui, depuis l'arrivée de l'époque Super Bowl, de l'ère Super Bowl, l'ère moderne, et la franchise, limite, elle a disparu, puisqu'il n'y a quasiment plus eu de participation en playoff. Il n'y a pas eu non plus de participation au Super Bowl, et ni même de Super Bowl remporté. Donc, oui, les Browns, c'est assez surprenant quand même, cette franchise. Quelles sont un petit peu, toi, tes mentions du côté des Browns? Alors, j'ai 3 vraiment petites mentions avec, pour commencer, Baker Mayfield. Je pense qu'il, du peu de saisons qu'il nous a proposé du côté de Cleveland, il se marque vraiment et il se détache un petit peu de tout ce que les Browns ont pu faire depuis le début de l'ère, comme tu as dit, Super Bowl, et de cette malédiction qu'ils avaient à sélectionner leur QB avec
Mhm. des malheureuses carrières. Ici, Baker Mayfield a pu un petit peu casser cette malédiction et je pense que voilà, les playoffs cette saison ne sont pas Baker Mayfield n'y est pas pour rien et je pense que s'il reste du côté de Cleveland pendant encore pas mal de temps, il peut vraiment être dans la discussion. Parce que voilà, il est en train de créer quelque chose du côté de Cleveland et il a quand même donné du regard à cette équipe. Il a attiré notamment à Jarvis Landry, il a attiré du coup forcément à Odell Beckham. Donc ce n'est pas rien, il a ramené toute une hype autour de cette équipe des Browns qui était la risée de la NFL pendant un très très long moment. Donc Baker Mayfield, je le mets quand même en mention. J'avais noté aussi comme deuxième vraiment petite mention Myles Garrett. Lui aussi un petit peu qui fait partie de cette nouvelle ère des Browns avec 4 saisons et 2 Super Bowls quand même. C'est quand même aussi un des gros noms. Et un ancien, Joe Hayden, 6 saisons et 2 Pro Bowls aussi. Lui, du coup, maintenant, il est du côté des Steelers. Il est passé un petit peu chez l'ennemi. Mais il a été aussi quand même pendant 6 saisons le visage de cette équipe des Browns. C'est un petit peu comme le seul joueur qui en valait la peine du côté de Cleveland, mais malheureusement, il n'a jamais vraiment été entouré que pour briller avec cette équipe de Cleveland. Donc, c'était mes 3 petites mentions. Ok. Alors moi, je vais ouvrir le bal avec. Alors on pourrait mentionner quand même Odell Beckham Jr., mais bon, c'est plus pour c'est te encore faire très plaisir. faible. C'est plus pour te faire plaisir que pour faire autre chose. Moi, j'ai comme première mention, c'est Brian Saip. Est-ce que c'est le meilleur QB de l'histoire des Browns? Je ne sais pas. En tout cas, c'est le meilleur passeur all-time. Donc, il a quand même un record important dans la franchise. Il a été une fois MVP. Donc, c'est pas mal. Alors, malheureusement, le mec n'a disputé quand même qu'assez peu de saisons. Il a disputé 10 saisons au total. Il a aussi une sélection Pro Bowl et une fois All-Pro. Donc, il manque peut-être un petit peu de longévité. Et finalement, le mec, il a peut-être connu qu'une ou deux belles saisons. Mais c'est tout, quoi. Sinon, son prime n'a vraiment pas duré longtemps. Donc, c'est ce qui m'empêche de pouvoir le citer plus haut. Parce que, l'air de rien, MVP, par contre, ils sont assez peu à avoir été MVP chez les Browns. Lui, il a été, mais c'était trop court que pour pouvoir prétendre à mieux. Moi, je vais enchaîner avec un certain Joe Thomas, avec 10 saisons, 10 Pro Bowl. Il a reçu la bague d'honneur des Browns. Un futur Hall of Famer, on peut se poser la question. Pour moi, il peut rentrer dans cette discussion de futur Hall of Famer. Et il a fait partie de la All Team 2010 à l'unanimité. Donc quand même, Joe Thomas qui est un O-line qui se faisait respecter en NFL et qui faisait un petit peu à l'image de Joe Hayden, qui faisait un petit peu vivre cette équipe de Cleveland malgré elle. Ouais, moi ici, j'enchaîne avec. Alors, ça pourrait limite être mon joueur all-time, mais ça n'est pas le cas. Là où on est quand même sur une mention, on reste dans les QB. C'est Otto Graham. Même chose, il n'y a pas une longévité qui est folle puisqu'il n'y a que 10 saisons. Le mec a joué entre ses 25 et ses 34 ans, donc il est quand même arrivé assez tard et n'a quand même pas duré très très longtemps non plus. Néanmoins, sur ce petit laps de temps, il y a 3 titres de champion NFL. Il y a une sélection parmi la meilleure équipe de la décennie 50, 5 sélections Pro Bowl, 7 fois All-Pro et il est Hall of Famer. Ajouté à cela, il a son maillot retiré. Grosse mention, mais pour moi, ce n'est pas lui. Voilà, il aurait pu, mais il manque peut-être un chouïa de longévité. Alors que ma caméra se coupe, je vais la rallumer tout de suite. Mais bon. Ce sont les aléas du direct, alors que TPHFR nous disait que c'était apparemment parmi l'un des tout premiers abonnés. Bah, c'est super. Tu as adopté les bons réflexes. À tout le monde de faire pareil. Alors, moi je vais continuer avec Paul Warfield qui a fait, comme tu l'as dit, une petite longévité un petit peu à l'image de tous ces joueurs du côté des Browns. 5 saisons, il a été NFL champion, 3 fois Pro Bowler. Il a été une fois receveur leader en réception de touchdown et il a reçu également une bague d'honneur de la part de la franchise des Browns et il est également Hall of Famer. Moi, je vais enchaîner avec c'est Gene Hickerson. Je suppose que c'est comme ça qu'on prononce. Hall of Famer, 6 fois Pro Bowler, 3 fois All Pro. Une fois champion,
et également membre de la meilleure équipe des années 60. Donc belle mention là aussi. Étonnamment, il n'a pas son maillot retiré, mais pourtant c'est un joueur important de la franchise. J'ai encore noté, moi, Ozzy et New Home, avec 12 saisons, 3 fois Pro Bowler. Il a également reçu la bague d'honneur de la franchise. Il est Hall of Famer. Et aussi, une petite particularité, c'est qu'il a été, pendant 4 saisons, coach du côté donc, du coup, de la franchise de Cleveland. Un joueur qui n'est pas passé inaperçu dans cette franchise. Ouais. Moi, j'ai fait le tour. Moi, je suis à mon cut. Je ne sais pas si tu avais encore une mention. Si, hein. Non. Pour moi, c'est Jim Brown, le meilleur Brown all-time. Alors, c'est vrai que j'évoquais dans les autres choix parfois peut-être un petit manque de longévité. Lui, ça pourrait être en partie vrai. Maintenant, je crois qu'on a perdu Julien. Je ne sais pas si... Hall of Famer, l'air de rien sur une carrière longue de 9 saisons, il est à chaque fois au Pro Bowl, 8 fois All Pro, 3 fois MVP, une fois champion également, membre de l'équipe des années 60, à Bert Bell Award également, rookie offensif aussi en 57. C'est, je pense, celui qui a l'armoire à trophées la plus remplie en ayant porté le maillot des Browns. Donc, on est sur cette époque pré-Super Bowl, mais c'est pour moi celui qui a le plus dominé. Sur 9 saisons, être 3 fois MVP, donc une année sur 3, tu es le meilleur joueur de la ligue et tu as à chaque fois été, pour ce qui est l'équivalent du All-Star Game, ça te classe en joueur. Oui, pour rajouter, il a quand même aussi été 8 fois leader en rushing yard, 5 fois leader en rushing touchdown, donc c'est pas rien. Et pour rajouter aussi sur Monsieur Jim Brown, carrément, parce que les gens l'appellent Monsieur Jim Brown, c'est peut-être le meilleur running back all-time. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de regarder les vidéos NFL 100 de la saison passée, où justement ils recevaient plusieurs joueurs en fonction de leur poste. Et concernant le poste de running back, ils ont reçu Jim Brown sur leur plateau. Alors on le voit arriver comme un petit papy, hein, il arrive tout doucement, il ne parle pas beaucoup, il est là et malgré le fait qu'il ne parle pas énormément et qu'il ne soit pas non plus très extravagant, on voit que quand il est à la table, il impose du respect, et notamment Bill Belichick, qui est quand même un des plus grands coachs de tous les temps, était impressionné d'avoir justement Jim Brown à la table. Donc je pense que c'est un grand monsieur de la NFL et qui, par peut-être son court passage en NFL, a quand même marqué très fort la ligue, et il était du côté des Browns, donc les Browns peuvent être fiers justement de ce joueur. Je te propose de terminer notre tour de Cleveland avec les Cavaliers de Cleveland, dont on a peut-être gardé le meilleur pour la fin, en tout cas peut-être concernant le joueur all-time, les Cavs qui ont été fondés en 1970. Un titre, c'était celui de 2016, peut-être l'un des titres les plus mythiques de l'histoire de la NBA, la seule équipe à avoir remonté un déficit de 3-1 en finale. Il y a également eu d'autres participations en finale, 2007, 2015 et 2018 également. Là, par contre, on a, je dirais, beaucoup de petites mentions et une très grosse. Par quoi as-tu envie d'ouvrir le bal des petites mentions? Par J.R. Smith. Ah. Notre ami Gérard. Non, pour plus sincèrement, moi j'ai noté Tristan Thompson avec 9 saisons. Il a fait partie justement de cette équipe championne. Il a quand même eu un gros rôle dans cette équipe. Et il a quand même été là aussi dans les moments difficiles à Cleveland. Il a connu la franchise dans toutes ses émotions. Donc quand même une petite mention pour notre ami Tristan. Effectivement, on va rester à l'intérieur avec Anderson Varejao, avec sa belle chevelure, le Brésilien qui a quand même passé 12 saisons là-bas.
Alors, le seul bémol, c'est que l'année du titre de Cleveland, il a été tradé en cours de route à Golden State. Cleveland ne lui a pas remis de bague alors qu'ils auraient pu. Je trouve ça un petit peu dommageable quand même, surtout que c'était un élément qui était quand même là depuis pas mal d'années. J'étais quand même assez étonné, mais Varejao, dans son prime, en 2012-2013, alors que ça faisait quand même déjà 7-8 saisons qu'il était en NBA et qu'il venait d'avoir 30 ans, il nous apportait quand même du 14 points, 14 rebonds de moyenne. Je pensais pas qu'il avait tourné à d'aussi belles statistiques. Donc c'était quand même un mec qui était capable de tourner à un double-double de moyenne. Il a été une fois membre de l'équipe All Defensive Team, donc c'est pas mal pour Anderson Varejao. Une belle longévité pour le Brésilien. Et le plus beau choke de sa carrière, je pense, de partir la saison où ton équipe est championne. Et puis ensuite, avec les Warriors, malheureusement, il y arrive quand les Warriors ne sont pas champions. Voilà. Il est vraiment parti au mauvais moment. Moi, j'avais noté cher ami Ilogoskas, avec 14 saisons, 2 fois All-Star, maillot retiré du côté des Cavs. Il a fait de bons et loyaux services aux côtés de Monsieur LeBron, mais avant sa phase Miami Heat, donc quand même Ilogoskas qui a été un bon et loyaux commandant du côté des Cavaliers. Kyrie Irving, l'air de rien, du côté de Cleveland. Alors, on va peut-être plus l'attacher aux Nets dans quelques saisons, à voir combien d'années il reste là-bas, mais il a quand même passé les 6 premières saisons de sa carrière. C'est quasiment 22 points et 6 passes de moyenne, avec 38% d'adresse à 3 points. Il est quand même, avec Cleveland, c'est 4 fois All-Star, Rookie de l'année, champion bien sûr NBA. Il a été aussi All-NBA Team et MVP du All-Star Game, donc un beau palmarès. Il aurait pu monter dans les hiérarchies s'il avait peut-être passé plus de saisons là-bas. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais voilà, Kyrie, et puis il a peut-être rentré le tir le plus clutch, ou en tout cas l'un des plus clutch de la franchise et de l'histoire. Donc, c'est pas rien, l'ami Kyrie. Moi, j'avais noté Larry Nance, et non pas Larry Nance Junior, mais Larry Nance Senior, avec 6 saisons de All-Star, maillot retiré, et aussi un concours de dunk dans les pattes. Donc, quand même, un beau petit palmarès personnel, j'ai envie de dire, du côté des Cavaliers. Son fils a peut-être tenté de reproduire ce que son père a fait, mais malheureusement, c'est pas la même carrière. Mais voilà, Larry Nance qui a quand même fait une belle carrière du côté de Cleveland. Là, j'enchaîne, c'était un des joueurs qui était présent dans les années 90. Là aussi, même chose, le joueur que je vais citer, c'était un membre de cette équipe des Cavs. Alors malheureusement, il n'y a jamais eu de titre au milieu des années 90, enfin 80-90, mais c'était une belle équipe capable d'atteindre les 50 victoires en saison régulière, mais qui a souvent buté au deuxième tour, voire même en finale de conférence. Ils ont déjà été jusqu'en finale de conf. Il y a soit eu Atlanta avec Dominique Wilkins, il y a soit eu Jordan bien sûr et les Bulls, il y a eu du Celtics avec Larry Bird, enfin c'était les Knicks aussi à l'occasion, donc ils ont souvent buté sur des équipes qui étaient très fortes. Mais l'un des joueurs importants de cette équipe, c'était Brad Daugherty, joueur un petit peu oublié. Alors malheureusement, lui, il paye sa carrière courte, 8 saisons seulement. Mais pourtant, c'est quand même 5 sélections au All-Star Game, une fois All-NBA Team. Donc, tu es quand même parmi les 3 meilleurs joueurs à ton poste de la ligue, donc c'est pas rien. Et en moyenne, c'est 19 points avec quasiment 10 rebonds, quasiment 4 passes. Donc c'était vraiment pas mal, du tout, avec plus de 53% de réussite au tir, donc un joueur quand même important et qui était un élément majeur de cette équipe qui tournait bien au début des années 90. Alors qu'on a une question justement de TPH qui nous demande pourquoi est-ce que les maillots se font retirer en NBA et même dans les autres sports. Je pense que c'est un petit peu partout pareil. Alors c'est assez simple, en NBA, c'est très courant parce que ben voilà, tu peux avoir le numéro 00 jusqu'à 99, donc tu as quand même une large palette, on va dire, de numéros à retirer. Et oui, quand un joueur a marqué, on va dire, sa franchise, ben la franchise, pour lui rendre hommage et lui rendre honneur pour ses loyaux services dans l'équipe, décide tout simplement de retirer son maillot. Donc plus personne de la franchise ne pourra porter ce numéro, un peu à l'image de Jordan qui ne peut plus personne ne peut plus porter le numéro 23 du côté des Bulls. C'est un petit peu pour rendre hommage et toujours se rappeler de l'époque de ce joueur.
Voilà. Euh, C'est pour ça d'ailleurs, pour avoir notamment été dans certaines salles NBA, c'est toujours une petite assez bannière. marquant de voir les bannières au plafond. Il y a vraiment ce côté voilà, historique, récompense aussi. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Le fait d'avoir vu les numéros 8 et 24, par exemple, à Los Angeles, bah, c'est quand même assez marquant. Des anecdotes en découlent d'ailleurs par rapport à Jordan avec les maillots retirés. Si on fait vite la petite parenthèse, Jordan qui a quand même souvent sali les Cavs. Hein, donc je pense que si vous êtes fan de Cleveland et que vous êtes un peu penché sur les années 90, Jordan vous avez fait des cauchemars. Jordan a dû porter, lors de sa reprise en 94, quand il est revenu sur le parquet en 94-95, donc c'était en 1995, avant d'enchaîner un tripit 96, 97, 98, vu que le maillot 23 avait été retiré, il a terminé la saison en portant le numéro 45, parce que son maillot avait été retiré et qu'il ne pouvait plus porter celui-ci. Il a même aussi dû jouer un match avec le numéro 12, donc c'est vrai que c'est assez... il y a quelques anecdotes qui découlent des maillots retirés. Je ne sais pas si tu avais encore une mention avant peut-être de citer J'en avais, le dernier. Moi, j'en j'en avais avais une, encore mais tu l'as deux. peut-être. Ah, t'en as deux, vas-y, je ne sais pas Ouais. laquelle est la première chez toi. J'avais Mark Price avec 9 saisons, Ouais. 4 fois All-Star et maillot retiré donc du côté des Cavs. Et j'avais Mhm. noté aussi Kevin Love avec 6 saisons, 3 fois All-Star et une bague de champion Ouais. C'est sur, vrai que, ouais. sur la mano. Ouais, Kevin Love, le fait de ne pas avoir été plus important que le troisième homme m'empêche de le citer. J'avais Mark Price également, qui était peut-être le leader, Ouais. je ne vais pas dire charismatique, parce que le mec avait encore moins de dégaine que Just Stockton. Mais voilà, c'était un petit peu le leader quand même de cette équipe. C'est un meneur solide hein, en NBA, plusieurs fois All-Star. Ce sont des joueurs, notamment Mark Price, bah, il a clairement payé la concurrence des autres équipes à son époque. Là, je crois qu'il n'y a aucun débat, et c'est peut-être encore plus la ville où il y a eu le moins de débats au sein d'une franchise. Le King est bien sûr le joueur le plus important de l'histoire de la franchise, le best one. Que dire de la carrière de LeBron? Je pense qu'on a déjà tout dit. Est-ce que, j'y vais même plus loin, est-ce que pour toi, et on pourra peut-être terminer la discussion là-dessus, est-ce que c'est le King de Cleveland? Je pense qu'il n'y a pas vraiment Ouais, à douter sur ça. Quand tu vois la carrière du gars, c'est clair que pour moi, c'est le King de Cleveland. Il y a moi aussi. peut-être, tu peux peut-être poser débat en disant que quand elle est partie du côté de Miami, elle a Ouais. été quand même détestée du côté de Cleveland, mais il y a justement Ça a le été oublié. retour. Il y a le retour qui vient en disant hey, j'ai fait une promesse, je gagnerai un titre à Cleveland. Il est revenu, il l'a fait, et avec la manière en revenant d'un 3-1. Donc je pense que là, il y a plus de débat. Genre, il serait peut-être resté au hit et jamais revenu et peut-être pas gagné le titre. On aurait peut-être pu avoir une discussion, mais ici, avec ce qu'il a fait et ce qu'il a apporté aussi à la ville, parce que il faut savoir que justement, quand tu as LeBron qui était aux Cavs, la ville fonctionnait à crever parce que tu avais du tourisme, tu avais forcément tous les bars et les restaurants qui fonctionnaient et qui marchaient parce que les gens venaient dans les bars et les restos regarder les matchs parce que tu avais l'ambiance, tu avais LeBron qui mettait Ouais. le feu justement tous les soirs. Et puis quand ils sont aperçus que quand LeBron est parti tout simplement à Miami, c'est redevenu désert, les gens ne venaient plus, Cleveland n'était plus très attractif. Et puis de nouveau, il est revenu et là, ça a été c'était la folie avec The Comeback Kid. Ça a été quand même assez dingue. Il y a tout, et c'est pour ça que c'est le King de Cleveland, et je pense qu'il n'y a aucun débat, et qu'il n'y en aura peut-être même jamais un. Je ne sais même pas si quelqu'un qui va venir gagner 5 Super Bowl à Cleveland va peut-être être quand même devant LeBron dans l'histoire. Il est originaire d'Akron, qui est quand même en Ouais, banlieue de Cleveland. Il a même fondé une école là-bas. ouais. Donc, du côté social et de l'empreinte que tu laisses dans la ville, bah, tu as une école que lui-même a fondée. Il y a quand même une belle longévité, un des plus beaux titres de l'histoire, et puis tu es quand même l'un des tout meilleurs de l'histoire, j'ai envie de dire, du sport en général. LeBron James est un Aussi. des meilleurs athlètes de l'histoire. On a parlé de Michael Jordan, on a parlé de Tom Brady, de Kobe Bryant. On pourrait citer Roger Federer en tennis, Rafael Nadal, Lionel Messi, Ronaldo, Zidane. On est dans cette trempe-là. Et donc, par conséquent, comment veux-tu rivaliser? C'est vrai qu'en termes de palmarès, je m'étais dit notamment, ouais, Jim Brown, c'est quand même vraiment pas mal, etc. Moi, Mm-hmm. je t'avoue que j'avais quasiment jamais entendu parler de lui avant de préparer l'émission. En NFL, tu vas me demander de citer un mec en NFL, bah, je vais te citer Brady, je vais te citer Manning, par exemple, mais je ne vais pas te citer Jim Brown.
tu vas demander à n'importe qui dans la rue, est-ce que tu connais LeBron James? Bah, je pense qu'il faut quand même dire oui, c'est un des bonhommes qu'il connaît. Tu as même une génération nouvelle qui va découvrir LeBron James à travers Space Jam aussi. Donc, il y a une empreinte qui est indélébile. On est sur ce genre de monstre qui a pas son pareil, encore moins à Cleveland. Autant LeBron James, tu vas le mettre à Los Angeles, bah, le mec ne rentre même pas dans la discussion du Laker All-Time, encore moins dans le débat de Los Angeles. On l'avait peut-être juste mentionné vite fait. Ah, par contre, à Cleveland, il n'y a pas photo. J'y avais juste un truc moi, qui m'avait vraiment marqué. Je vais toujours, en préparant l'émission, voir un petit peu les leaders statistiques, les totaux de points, de rebonds, etc. dans l'histoire. Hormis les contres et les rebonds offensifs, ça, ce sont des records détenus par Ilgauskas, justement. Tous les autres records, matchs, panier tenté, panier inscrit, 2 points tentés, 2 points inscrits, les lancers francs, les 3 points, les interceptions, les rebonds défensifs, les totaux de rebonds, les passes, le nombre de points inscrits, bien sûr. Tous ces totaux-là appartiennent à LeBron James. Je crois qu'il n'y a aucun joueur qui a laissé autant sa trace. C'est même encore mieux, je pense, que Kevin Garnett avec Minnesota qu'on avait cité la semaine dernière. Je crois que l'empreinte est encore plus grande. Et puis, même si Kevin Garnett, c'était déjà énorme, LeBron James, quand on parle de points marqués du côté de Cleveland, tu es quand même à 23 000 points, plus de 23 000 points sur ta carrière du côté de Cleveland. Tu as quand même une moyenne statistique. Il faut savoir que LeBron tourne en 28-7-7 avec Cleveland en moyenne. Et le nombre de matchs disputés en régulière, c'est 849. Si tu ajoutes les playoffs, c'est encore plus monstrueux. Et puis voilà, et puis bon, bah, le reste, il y a quand même 2 titres de MVP. Il a été, hormis lors de son année rookie, à chaque fois All-Star. Ouais. Il y a 11 sélections All-Star d'ailleurs, ou 10, si ma mémoire est bonne. Voilà, je veux dire, tu as quasiment tout le temps été All-NBA. Il a été All-Defensive Team aussi à plusieurs reprises. Il a aussi tapé la barre des 30 points par match de moyenne sur une saison. C'était avec le maillot des Cavs. Des highlights, à ne plus quoi ça va en faire. C'est vrai que bah, moi, j'aime beaucoup maintenant, serait LeBron maintenant du côté Lakers, parce que je suis fan des Lakers. Au départ, j'étais absolument pas fan de LeBron James. Loin de là, j'étais vraiment team Kobe. Donc, par conséquent, je ne pouvais pas aimer LeBron. Maintenant, c'est vrai que bah, depuis qu'il est du côté des Lakers, j'apprécie beaucoup. Et c'est vrai que des highlights avec les Lakers, il y en a beaucoup. Mais si on doit me demander les meilleurs moments de LeBron en carrière, ok, il y aura du Miami. Mais il y en a quand même beaucoup avec Cleveland. Que ce soit avant 2010, le tir clutch face à Orlando avec l'explosion de la salle, la Q Arena, que ce soit le block by James, je pense que c'est le compte le plus mythique et c'est l'une des actions les plus mythiques, surtout que tout ce qui était autour, moi je me rappelle d'avoir vécu le match dans le carré dans une ambiance de dingue. Les actions les plus mythiques de LeBron, elles sont à Cleveland avec ce maillot des Cavs. J'ai acheté un maillot des Cavs floqué LeBron parce que bah, voilà, c'était certes un pari perdu, mais ça reste quand même un maillot que je pourrais peut-être encadrer une fois plus tard, parce que c'est quand même un maillot qui est important. Puis c'était un mec, on a grandi avec, donc, et on a souvent grandi quand même avec le LeBron de Cleveland, avant même celui de Miami ou des Lakers. Donc non, c'est vrai qu'on parle souvent de LeBron quand même, mais on est obligé, ça reste quand même quelqu'un. Je pense que quand le mec aura pris sa retraite, on sera là quand même en mode, putain, on aura eu de la chance de pouvoir quand même vivre à l'époque LeBron, je pense. Ouais, c'est vrai que voilà, LeBron, c'est quelqu'un qui a marqué son époque et qui la marque encore. Et puis, c'est le visage de la NBA. Donc, il rentre même dans une discussion top 5, top 3 all-time. Donc, c'est quelqu'un de très important. Et certes, il a eu des passages, ben voilà, comme tu l'as dit, du côté du Heat et maintenant aux Lakers. Mais je pense qu'il avait des objectifs dans sa carrière. Et comme il l'a dit, je veux ma carrière à moi et pas la carrière et pas imiter la carrière de quelqu'un. Et donc, je pense que faire ce qu'il a fait, c'est quelque chose de unique et d'avoir tout essayé et tout tenté du côté de Cleveland pour avoir son titre. Et puis du côté de Miami où tout va bien, où ils auraient pu encore continuer leur dominance et sur la NBA, ben, il a décidé quand même de revenir et de porter sa promesse de gagner avec Cleveland. Et puis, ben, c'est tout simplement magique. Ces finales de Cleveland face aux Warriors sont complètement folles. Avec Irving qui, comme tu l'as dit, mais le clutch peut-être le plus clutch de le panier le plus clutch de sa carrière. Tu as LeBron qui revient de nulle part, le chase down qui vient, et puis block by James.
Tout est incroyable. Quand tu peux revoir le match autant de fois que tu veux, je vais avoir les frissons. Et puis, voilà, en plus, il le fait avec la manière, comme on l'a dit, il revient quand même d'un 3-1. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Et puis surtout, moi, un truc qui m'a marqué, c'est justement cette vidéo, tout simplement, où il va gueuler. Instead of saying why me, they're saying this is what he want me to do. And Cleveland, this is for you. Oh, LeBron. Voilà, donc Cleveland, c'est quelque chose qui voilà, tu vois que le gars après les finales, il s'effondre à terre, il est en pleurs. Donc il aurait pu prendre sa retraite là-dessus. Aussi, clairement, ça aurait été vraiment le coup de grâce, je pense. Et tu le vois un gars comme lui qui fait aller plus de 2 mètres, plus de 150 kilos, qui s'écroule en larmes comme une madeleine, c'est pour te dire la pression qu'il avait et justement qu'il tenait vraiment à ce titre avec Cleveland. Donc je pense qu'il l'a vraiment fait par amour justement de Cleveland et de sa franchise qui lui a donné la possibilité de devenir le joueur qu'il est. Donc je pense que c'est incontestable LeBron James, king de Cleveland. Et puis il y aura peut-être un retour en toute fin de carrière avec son fils, sait-on jamais, pour vraiment boucler la boucle. Les Cavs en tout cas sont partis pour collectionner les pics intéressants dans les années à venir, hein, puisque quand LeBron n'est pas là, on a du mal à gagner des matchs. Donc il y aura peut-être un retour de LeBron avec le fils qui sera drafté, sait-on jamais. Mais c'est vrai que LeBron, c'est aussi un petit truc, on va finir par ça, puis on va quand même clôturer tout ça, parce que bon, c'est vrai qu'on aime bien parler, mais il faut quand même qu'on a une vie aussi au-delà de l'émission. Un repas quand même à préparer, des poubelles à sortir, une douche à prendre, enfin bon, bref. Est-ce que alors ce sera peut-être aussi une pièce dans le débat du GOAT, on a quand même eu par exemple un Larry Bird à Boston qui est quand même dans une franchise avec des bases établies, avec une culture de la gagne et une attractivité quand même qui est constante. On a eu un Jordan à Chicago. Chicago, ça reste quand même une grande ville attractive. Il y a quand même souvent de la hype. On a eu un Kobe par exemple ou un Magic Johnson du côté de Los Angeles. Los Angeles, c'est toujours aussi une ville qui va attirer. Finalement, LeBron a réussi à faire quelque chose que finalement peu de joueurs, voire même personne n'a réussi à faire dans même d'autres villes et d'autres sports. C'est de vraiment créer une legacy dans une ville un petit peu à l'abri des regards. Car clairement, Cleveland, au-delà du sport, on va demander à quelqu'un de nous citer 5 villes américaines par cœur. Je pense que Cleveland ne va jamais ressortir. Ou alors tu vas tomber sur un fan de LeBron qui va quand même te citer Cleveland. Mais on va parler des États-Unis, tu vas toujours, même dans les actus, on va toujours parler de LA, de New York, de Washington, la capitale, de Boston, de Philly, de Détroit, de Chicago, de Miami, de San Francisco, mais jamais Cleveland ressort. Je pense que certaines personnes ne connaissaient même pas Cleveland avant que LeBron existe. Donc, le mec a réussi à faire quelque chose que très peu, voire même aucune légende n'a fait avant lui, à part peut-être les pionniers. Bill Russell à Boston, c'est vrai que c'est lui qui a posé les bases de la legacy à Boston, mais bon, c'est le principe même d'un pionnier. Si tu n'es pas là pour faire quelque chose qui n'a jamais été fait, ça ne sera jamais fait. Je pense que c'est logique ce que je dis, c'est peut-être bête, mais c'est logique. LeBron a vraiment fait quelque chose qui, à mes yeux, mérite aussi d'être loué. C'est vraiment ce côté. J'ai créé une legacy dans une ville qui n'attire absolument pas les regards, clairement. Donc ça, c'est ça qui est fort aussi avec LeBron et qui méritait, je pense, d'être souligné. C'est ce qui peut peut-être, je pense, clôturer ce débat. Donc, on l'a déjà dit, mais c'est le number one. Et puis en plus, on a lancé la série King. C'est le King, donc par conséquent, c'est logique que ce soit lui. Et dans la discussion du King des États-Unis en général, LeBron ressortira bien sûr dans la discussion, incontournable. Très peu de débats, voire même aucune hésitation. Là, clairement, il n'y en a vraiment eu aucune. Autant dans d'autres villes, je me suis peut-être dit, ouais, ok, je pense à lui, mais il y aura peut-être quand même un mec sorti de nulle part, parce que je ne connaissais peut-être pas l'histoire du baseball ou de la NFL. Là, ici, clairement, je savais déjà avant même, il y aurait pu y avoir n'importe qui. C'était clair et net, c'était LeBron.